Bonjour, j'ai fait le GR70 au chemin de Stevenson en mai dernier, en 15 jours, et je l'ai fait dans le sens sud-nord, c'est-à-dire que je suis partie d'Alès et je suis allée jusqu'au Puy-en-Velay. Alors j'étais avec une amie sur les 4 premières étapes, puis jusqu'à Cassagnas, et puis j'ai poursuivi toute seule jusqu'au Puy-en-Velay. Alors j'ai l'habitude de faire des randonnées en montagne, seule, dans les Pyrénées, puisque j'habite à côté. Mais en général, ce sont des sorties à la journée. J'ai aussi fait des itinérances de plusieurs jours, mais pas seule. Et donc, c'était une première pour moi de marcher seule en itinérance sur plusieurs jours. Alors, je dormais tous les soirs en gîte ou chambre d'hôte et j'étais en demi-pension. Donc avec quand même un certain confort à l'arrivée et surtout ça permettait d'alléger le poids du sac. Alors des vidéos retour d'expérience sur le Stevenson, on en trouve pas mal sur YouTube, hein. Mais disons que celle que je souhaite faire moi, c'est pour répondre à certaines questions que peuvent se poser des personnes qui sont dans mon cas, c'est-à-dire des femmes seniors et solo qui peut-être n'osent pas se lancer, et je veux juste leur montrer que c'est tout à fait possible et que c'est une très très belle aventure. Eh bien, je suis obligée de faire une réponse de Normande puisque ça va dépendre de votre forme et puis de votre entraînement, hein. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'entraînement, si vous n'êtes habitué à marcher que sur des larges pistes forestières plates, certains passages vont vous sembler techniques, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des portions de chemin un peu plus étroits, un peu plus caillouteux, où il faudra faire attention où on met les pieds. Il peut y avoir des montées un peu raides aussi, des descentes aussi. Mais vraiment, il n'y a rien d'insurmontable. Alors, quelques conseils, c'est évidemment de s'entraîner avant de partir quand même, un minimum, c'est-à-dire d'essayer de faire des sorties qui durent plusieurs heures et puis essayer aussi de marcher un peu sur des chemins un peu escarpés, un peu caillouteux si on n'en a pas l'habitude. Les bâtons sont aussi d'une grande aide, je trouve. Donc moi au début j'étais un petit peu sceptique, j'étais presque prête à ne pas les prendre parce que je me disais que ça allait être un terrain facile, on va dire. Bon, en fait c'est varié et j'ai pas regretté du tout d'avoir pris mes bâtons, ils m'ont quand même beaucoup aidé. Dans les montées, ça aide à se tracter. Dans les descentes ou sur les parties un peu caillouteuses, ça permet de se stabiliser, d'avoir d'autres points d'appui, donc c'est quand même très très utile. Donc je recommande les bâtons et puis là aussi entraînez-vous un petit peu à les utiliser si vous n'en avez pas l'habitude. Après, l'autre conseil que je peux donner, c'est que si vous n'avez pas une forme olympique, vous pouvez faire des étapes courtes, hein. C'est ce qui est bien avec le Stevenson, c'est que chacun peut se le faire sur mesure, puisque c'est un chemin dans lequel on trouve quand même beaucoup d'hébergements. Donc si on s'y prend assez tôt pour réserver, on peut se caler des étapes qui n'excèdent pas 14 km à peu près, entre 12 et 15 km chaque jour. Donc c'est tout à fait possible de se le faire, mais en faisant des petites étapes courtes, à l'exception d'une ou deux étapes où il n'y a pas trop de solutions. On peut aussi fractionner le chemin en plusieurs années, il y a énormément de gens qui font ça, hein. Il y a plein de gens qui font 3-4 jours la première année, puis ils reviennent quelques mois ou l'année suivante. Ils refont 5-6 jours, donc ça aussi c'est tout à fait possible. Voilà, et puis si vous êtes en forme mais sans être une athlète olympique, eh bien c'est pas mal aussi quand même, je trouve, de se prévoir
une journée de repos au milieu ou au moins de temps en temps des étapes plus courtes pour récupérer parce que les articulations peuvent quand même être un petit peu fatiguées au bout de plusieurs jours de marche. Deuxième sujet d'inquiétude, hein, c'est le poids du sac. Alors, chez beaucoup de personnes, hein, dont je fais partie, en vieillissant, ben, le poids du sac est un handicap et ça peut même vraiment gâcher le plaisir quand on est trop lourdement chargé. Donc, face à ça, ben, il y a deux solutions, à mon avis. C'est que soit vous pouvez utiliser les services d'un transporteur qui vous amènera vos bagages tous les soirs à l'étape. Il y en a plusieurs hein, qui sont sur le chemin de Stevenson. Et apparemment, les gens qui ont choisi cette solution en étaient très très satisfaits. Ça a l'air de très très bien marcher. C'est le portage des bagages. Et puis, deuxième solution, sinon, c'est de porter son sac, ok, mais c'est de l'alléger au maximum. Et moi, j'ai pris ça un petit peu comme un jeu, comme un travail sur moi-même, de me dire de quoi ai-je vraiment besoin et d'essayer au fur et à mesure d'éliminer tout ce qui ne me paraissait pas indispensable. Donc au final, je suis partie avec un sac qui faisait 5 kg, entre 5 et 6 kg maxi, avec l'eau et le repas de midi. Donc ce qui est quand même très 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 raisonnable. Alors si vous pouvez vous équiper, achetez du matériel ultra léger. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en considération quand vous allez dans un magasin de sport. Vous regardez les poids, vous demandez les poids et vous essayez de prendre à qualité équivalente le matériel le plus léger. Donc moi c'est ce que je fais maintenant, je me rééquipe petit à petit et en prenant toujours des versions ultra légères du matériel, que ce soit par exemple pour le sac à dos, le sac à viande, la veste de montagne, même les chaussures. Il y a des chaussures maintenant imperméables qui sont quand même très très légères. Alors je recommande aussi les vêtements en mérinos que j'ai testé moi sur ce chemin et alors là je suis devenue une adepte totale, donc y compris les sous-vêtements. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça gratte pas du tout, ça tient pas chaud, c'est très respirant, ça sèche très très vite et ce qui est vraiment magique c'est qu'une fois que c'est sec, il n'y a pas d'odeur, très très peu d'odeur. Donc ce qui évite d'avoir à faire sa lessive tous les jours, on peut la faire tous les 2-3 jours. Et puis surtout, ça évite donc de porter énormément de vêtements puisqu'on peut remettre le même t-shirt, les mêmes chaussettes pendant 3 jours normalement sans problème. Alors, troisième sujet d'inquiétude possible, est-ce que je ne risque pas de me perdre? Est-ce que c'est bien balisé? Alors la réponse est oui, c'est très très bien balisé, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il faut remercier toutes les équipes de bénévoles qui sont sur le terrain et qui s'occupent de l'entretien de ce chemin parce que le balisage est très très bien fait. Petite chose à savoir, c'est que si vous êtes à un endroit où il y a plusieurs GR qui se suivent ou qui se croisent, par exemple sur cette image, eh bien, vous avez toujours sur le panneau quand même indiqué le GR et il faut donc suivre le GR 70. Alors, c'est quand même toujours utile d'avoir le topo guide ou bien de l'avoir lu avant de partir. Hein. Donc voilà le topo guide du chemin de Stevenson. Donc personnellement, moi je n'utilise pas les topo guides sur le terrain et puis là ils ne m'auraient pas trop rendu service parce que j'étais dans l'autre sens, hein, donc il fallait tout lire à l'envers, c'était un petit peu compliqué. Par contre, moi je me dirige beaucoup à la carte. Et j'utilise pour cela une appli sur mon téléphone, hein, c'est l'appli de l'IGN, Iphigénie, qui me géolocalise sur la carte IGN. Donc au 25 millième, c'est très très pratique et donc ça me permet de vérifier par exemple si j'ai le moindre doute où je suis, est-ce que je suis sur le bon chemin.
et puis également de voir à peu près à quelle distance je suis du village suivant. Voilà. Euh, donc ça nécessite d'utiliser son téléphone. Donc moi, ma technique, c'est que quand je marche, je mets toujours mon téléphone en mode avion, parce que ça permet d'économiser la batterie. Puis bon, après, j'ai pas aussi envie d'être dérangée, je préfère être dans la nature et dans ma rando. Donc je me mets en mode avion, mais même en mode avion, le GPS fonctionne. Voilà, et ça permet d'économiser sa batterie. Alors il y a Iphigénie, donc, mais il y a aussi d'autres applis. Il y a de nombreuses applis qui permettent de vous géolocaliser sur une carte. Par exemple, Visorando le fait aussi, Komoot. Voilà. Et puis il y a l'appli du chemin de Stevenson aussi, qui est très très bien faite. Donc elle a été faite par l'association des amis du chemin de Stevenson. Et alors elle est très très bien cette carte, cette appli, elle est très très bien parce qu'elle vous montre tout le long du chemin. La carte est assez sommaire, mais elle va vous signaler tous les hébergements, les épiceries, les points d'eau, les toilettes, donc ce qui peut s'avérer quand même fort utile. Question qui revient parfois, c'est est-ce que tu n'as pas peur d'être seule comme ça sur le chemin? Ben non, moi j'ai jamais ressenti de la peur en montagne ou sur le Stevenson. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse la ressentir, hein, c'est pas du tout une critique. Alors il peut y avoir la peur de se perdre, mais ça, bon, on en a déjà parlé, hein, des moyens de l'éviter. Après, on peut avoir peur, par exemple, des animaux qu'on peut rencontrer. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas d'animaux dangereux, même si le loup est signalé dans certaines zones qu'on va traverser en Lozère. Bon, la probabilité que vous voyez un loup est quand même extrêmement faible et qu'il vous veuille du mal, elle est, à mon avis, encore plus faible. Donc, bon, c'est pas vraiment un danger. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme animaux dangereux? Certains insectes qui peuvent vous piquer, bien sûr. Donc peut-être si vous êtes en plein été, prendre un répulsif, ça peut être utile. Les serpents, il peut y en avoir, mais bon, en général, ils partent dès qu'ils vous entendent. Alors les chiens de protection, donc moi j'ai marché au mois de mai, les animaux n'étaient pas encore en estive, donc ils n'étaient pas là, mais si vous marchez en été, il peut y avoir effectivement des chiens de protection. Donc ça, je me suis quand même déjà trouvée face à eux dans les Pyrénées. Et il faut appliquer les consignes qui sont données systématiquement, c'est-à-dire qu'en général, très souvent le chien il va vous voir avant que vous le voyez, donc il va venir vers vous. Donc dès qu'il vient vers vous, vous vous arrêtez et vous lui parlez, c'est-à-dire que vous lui signalez qui vous êtes. Et surtout, il ne faut faire aucun geste menaçant, donc surtout pas lever les bâtons, surtout pas crier, ne pas le regarder dans les yeux aussi, s'il peut prendre ça comme un défi. Donc c'est vraiment avoir une attitude extrêmement neutre, passive, lui parler et très calmement et essayer de contourner le troupeau. Après, il peut y avoir la peur de faire des mauvaises rencontres. Alors ça, le risque zéro n'existe pas. Mais bon, franchement, la probabilité de rencontrer un tordu sur le Stevenson me semble assez faible. Et puis, à moins de partir complètement hors saison, vous ne serez pas loin d'autres personnes, hein, surtout si vous le faites dans le sens habituel. Alors, si vraiment vous avez peur, hein, pour ne pas vous gâcher le plaisir, vous pouvez toujours essayer de marcher avec ou pas loin de gens que vous aurez rencontrés sûrement la veille à l'hébergement. Voilà. Alors par contre, évidemment, moi j'ai pas testé le bivouac seul, hein, parce que ça peut être un peu plus inquiétant, mais moi j'étais tous les soirs dans un hébergement en dur. Et puis aussi pour vous rassurer, je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de femmes, donc autrement dit des femmes qui marchent sans hommes sur le chemin, à plusieurs.
et des femmes seules aussi. Donc j'ai rencontré, il y en a quand même beaucoup de femmes qui font ce chemin seules, et de tous les âges, hein, y compris des femmes de ma génération. Et donc il n'y a pas quand même un sentiment d'insécurité sur ce chemin. Si je marche seule, est-ce que je ne vais pas m'ennuyer? Moi personnellement, je n'ai jamais ressenti l'ennui. Quand on marche seul, en fait, on est plus à l'écoute de la nature, de ce qui nous entoure. On a mille choses à observer, à photographier. Et puis, on a l'esprit libre. Et cela fait énormément de bien au mental. Et c'est très, très apaisant. Alors, comme moi je marchais à l'inverse de la majorité des gens, eh bien, j'avais toujours une période de pointe, de croisement, disons entre 11h30 et 14h30, où je croisais finalement tout le monde, hein, tous les gens qui étaient dans l'autre sens sur le chemin. Et donc à chaque fois, le minimum, c'est de dire bonjour, hein, on dit toujours bonjour. Et puis assez souvent, on commençait comme ça à discuter, on parlait des fois 30 secondes, des fois beaucoup plus longtemps, et vraiment j'ai trouvé ça très 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 chouette. Le soir à l'étape, j'ai jamais passé un repas seul, à l'exception d'une fois où effectivement j'étais seule dans un petit chalet, il n'y avait pas de la restauration assurée. Mais sinon, j'ai toujours discuté avec plein de gens le soir. J'ai beaucoup aimé ces rencontres. J'ai rencontré des personnes extrêmement sympathiques et puis extrêmement diverses, et des gens que sans doute j'aurais jamais rencontrés si j'étais restée chez moi, bien sûr. Il n'y a quasiment que dans ce contexte qu'on arrive à passer une soirée à discuter avec des gens très différents. Et donc humainement, j'ai trouvé ça vraiment top. Ça m'a énormément fait de bien. Et vraiment, ça redonne confiance en l'humanité. De voir avec quelle facilité finalement on peut interagir avec d'autres personnes, passer d'agréables moments, discuter calmement, échanger. Voilà, c'est très très chouette. Et puis il y a aussi les hébergeurs et les hébergeuses, euh, avec qui il est aussi très très intéressant de parler, de voir un petit peu comment ils vivent, quel a été leur parcours. Bon, alors il y en a certains qui n'ont pas le temps de parler, hein, parce qu'ils sont en plein boulot, hein, c'est plein feu pour eux. Bon, ça c'est normal. Et puis il y en a parfois qui ont du temps, et c'est toujours très très chouette aussi d'échanger avec eux et elles. Je rajoute une petite réponse, une question qu'on me pose parfois, c'est pourquoi je l'ai fait dans le sens sud-nord et pas dans le sens habituel. Alors il y a eu plusieurs raisons à ce choix, hein, plusieurs petites raisons. C'est que la première, c'est que l'amie qui m'accompagnait ne pouvait venir que sur les 4 premières étapes, et elle avait très envie de découvrir les Cévennes. Donc je lui ai dit pourquoi pas, hein, il suffit de commencer par la fin, et puis comme ça tu verras les Cévennes. Après, je me disais aussi qu'au niveau météo, le faisant au printemps, c'était assez logique de partir du plus chaud et puis d'aller vers la zone qui était censée être la plus fraîche. Donc c'est le sens naturel de la transhumance. Bon, au final, j'ai eu de la pluie et du beau temps aussi bien dans le sud que dans le nord, hein. Après, j'avais peur quand même qu'il y ait beaucoup de monde si je le faisais dans le sens classique, et de marcher à la queue leu-leu. Moi, j'aime pas marcher à la queue leu-leu. Bon, en fait, il s'est avéré aussi, vu les rencontres que j'ai faites, que c'était quand même très gérable, même si c'était une période de pointe. Dans la deuxième quinzaine de mai, on n'était pas obligé de marcher à la queue leu-leu. Et alors, à la différence des gens qui le font dans le sens classique, j'ai pas forgé vraiment de grandes amitiés sur le chemin, comme ça peut parfois arriver, comme les gens le décrivent, hein, quand ils rencontrent des gens qui suivent après pendant plusieurs étapes, qu'ils retrouvent le soir.
Mais moi j'ai bien aimé aussi justement ce côté un peu éphémère, ce côté qui est vraiment inhabituel, hein, de passer des soirées à discuter avec des gens et puis voilà, on se quitte le lendemain, on a passé un très bon moment, on sait qu'on ne se reverra pas, mais le soir on rencontre des nouvelles personnes et voilà, ça a aussi beaucoup de charme. Alors, ben, vous l'avez compris, hein, ce chemin, je l'ai beaucoup aimé. Ça a été une très très belle expérience pour moi. Bon, c'est la première itinérance que j'ai fait après avoir pris ma retraite. Et vraiment, j'espère en faire d'autres, hein. Ça a été une super expérience. Physiquement, j'étais très fière d'y être arrivée, sans me faire mal, sans souffrir particulièrement. Voilà, et puis humainement, j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien. Alors d'une part, moi, ça m'a vraiment fait du bien de marcher seule, de marcher plusieurs jours, vraiment de rentrer dans une autre dimension. Et on trouve quand même une paix mentale que, qu'il est rare qu'on ait dans notre vie quotidienne. Ce qui est très bien aussi, ben, c'est la variété des paysages. C'est pas du tout monotone, puisqu'on traverse 4 régions qui sont différentes. Il y a le Velay, avec les volcans, le Gévaudan, ses grandes forêts, le mont Lozère, qui est la partie un peu montagne, on va dire, et puis les Cévennes, qui sont d'une beauté, d'une histoire incroyable, que j'aime beaucoup. Donc vraiment, ben, lancez-vous, osez vous lancer pour la totalité ou juste pour quelques jours, en portant vos affaires ou bien en vous les faisant amener chaque soir, peu importe, hein, mais ce qui est très important, je trouve, c'est si on en a envie, c'est de se mettre en mouvement et vraiment, je pense que vous ne le regretterez pas.